Je m'appelle Charles Jonick et je suis un des cofondateurs de La Vie. Bienvenue à ce nouveau webinaire. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Au cours des 30, 35, 40 prochaines minutes, nous allons aborder une question plutôt centrale en ce moment. Comment est-ce que l'IA peut transformer vos données de laboratoire en décisions de R&D fiables? Pour ceux qui n'ont encore jamais participé à un de nos webinaires, à la fin de cette session, vous avez la possibilité de poser vos questions directement en utilisant la fonction prévue à cet effet dans Teams. Et pour votre information, ce webinaire est en live, mais également enregistré et sera disponible en vidéo en ligne à la demande seulement dans quelques heures, direct par notre site internet. Et vous recevrez un email également dans les prochaines heures ou au plus tard d'ici demain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur l'agenda, sur le déroulement. Nous avons structuré ce webinaire autour de 3 parties. D'abord, nous allons voir ce que signifie l'intelligence artificielle pour la R&D en 2025. Ensuite, nous allons partager des cas d'usage très concrets et pour terminer, nous reviendrons sur les enseignements que nous avons tirés ces dernières années dans la mise en place de solutions d'IA dans différentes industries. Et donc, comme je vous l'ai dit, à la fin, bien sûr, nous prendrons un moment pour répondre à vos questions. Peut-être que certains d'entre vous participent pour la première fois à un webinaire et ne savent pas encore qui est l'AppVie. l'AppVie est une entreprise qui accélère l'innovation des matériaux pour une industrie européenne qui va façonner le monde de demain. Notre mission est vraiment de redéfinir l'innovation des matériaux en Europe grâce à une plateforme logicielle intelligente développée par l'industrie pour l'industrie. Nous avons pour objectif de rendre les données matériaux exploitables pour pouvoir développer de meilleurs produits plus rapidement, prendre des décisions plus éclairées, mais aussi ouvrir l'accès à de nouvelles technologies comme l'IA à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur industrie. Quelque chose qui est très très important pour nous. Nous ne souhaitons pas proposer une solution logicielle seulement aux entreprises qui en ont les moyens de par leur taille ou leur chiffre d'affaires, mais également trouver une possibilité pour les entreprises, des petites et moyennes entreprises, de pouvoir profiter en fait de ces nouvelles technologies. Pourquoi est-ce que vous avez reçu l'invitation à ce webinaire de la part de Netsch? Tout simplement, vous avez reçu une invitation de notre consoeur, Netsch Gerätebau, Analyzing and Testing, parce que nous sommes une entreprise du groupe Netsch. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre consoeur, que ce soit pour des webinaires au niveau marketing, mais également au niveau produit, étant nous-mêmes aussi basés en Allemagne. Alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est très simple, la R&D basée sur des fichiers Excel ne fonctionne plus en l'an 2025. Aujourd'hui, la plupart des départements R&D travaillent encore avec Excel comme principal outil de gestion de leurs données. Ça a été très longtemps suffisant, mais aujourd'hui, on atteint clairement des limites. Le volume de données augmente, les projets deviennent beaucoup plus complexes, les exigences en termes de rapidité et aussi de qualité des résultats ne cessent de croître. Donc, dans la pratique, en fait, si on base notre R&D sur Excel, on va retrouver toujours les mêmes problèmes. Les sources d'informations sont dispersées dans différents fichiers, différentes origines, ce qui empêche vraiment d'avoir une vision complète sur nos données. En utilisant Excel, on est surtout occupé à consulter les résultats et on transfère encore beaucoup de données à la main. Il y a beaucoup de saisies manuelles, beaucoup de copier-coller, c'est long et surtout ça multiplie le risque d'erreur. Excel n'apporte pas de véritable structure de données. C'est très très difficile d'y représenter des liens entre par exemple une formulation et les matériaux qu'on a utilisés ou les résultats des tests. On entend très, très souvent parler, de base de données Excel et là, il faut faire très attention. Excel n'est pas un outil de base de données. Excel est un tableur pour c'est donc représenter des tableaux, des colonnes et des lignes, mais pas de base de données. Les données historiques restent souvent inaccessibles, ça c'est plutôt une conséquence des points d'avant.
Ça signifie que les enseignements que vous pourriez tirer de vos projets, de vos résultats, de vos expériences, de vos tests, ne sont tout simplement pas vraiment exploités. Et au final, les ingénieurs, typiquement, peu importe la taille de l'organisation, passent en moyenne plus d'1 heure par jour, rien qu'à chercher des informations concernant leur projet. Si vous cherchez un petit peu, on trouve des informations sur Google. Il y a des rapports, des études qui ont été faites. Une personne qui travaille dans un bureau, on va pas prendre une personne sur une chaîne de production, bien évidemment, donc qui est, obligée d'utiliser un ordinateur pour effectuer son travail, passe en moyenne, selon les industries, selon les entreprises et selon la manière dont les études sont menées, entre 1,8 et 2,5 heures par jour à rechercher des informations. Et évidemment, ça fait dans ces données-là, on va compter le temps qu'on cherche, ou à passer à chercher la disponibilité des collègues pour un rendez-vous, pour une réunion, passer, chercher le temps chercher, à chercher le menu de la cantine ou, ce genre de choses. Et si on prend, le taux de charge, idéal d'un ingénieur va tourner autour de 70-80, et on va se retrouver autour d'1 heure par jour qui est vraiment consacrée à la recherche de données. Et c'est exactement pour cette raison, qu'une grande partie du travail d'un ingénieur est vraiment absorbée par le côté gestion, au lieu d'être consacré à la R&D pure et à l'innovation des matériaux. Donc on voit bien qu'Excel ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle approche. Quelle est cette nouvelle approche? Pour relever ces défis d'une manière un peu plus globale, il va falloir plus qu'une solution individuelle pour la collecte de données et la gestion de projet. Et c'est pour ça qu'on approche, nous, chez LabVie et dans le groupe Netsch, en général, qu'on adopte une approche plus intégrée, qu'on appelle l'approche d'intelligence des matériaux. C'est vraiment l'endroit où vous allez avoir les données, les processus et l'IA qui se rejoignent au cœur, d'un seul outil. Quand je parle de données, je vais parler beaucoup de données, je vais utiliser ce mot-là, très souvent, dans les prochaines minutes. Je parle de données matériaux, de données des formulations, données de processus, de procédés, de fabrication ou de tests et des données de mesure. Quand je parle de workflow, de processus, je vais plutôt parler gestion de projet, gestion des ressources, gestion du laboratoire, puisque le laboratoire est une partie intégrante, du département R&D en général. Et quand je parle d'intelligence ou d'IA, je vais abréger ça souvent, utiliser l'abréviation IA. On va parler d'IA plutôt générative pour discuter avec les outils et d'IA prédictive, mais aussi de modèles de, prédiction ou de simulation dans le futur. Ces 3 domaines, ce ne sont pas des modules ou des parties distinctes d'une approche ou de notre solution. C'est vraiment des choses qui s'imbriquent les uns dans les autres. Par exemple, ce n'est que lorsque les flux de travail sont, digitalisés que les données sont complètes et ce n'est que lorsque les données sont disponibles de manière cohérente que l'IA peut être utilisée de manière judicieuse. C'est pour ça que notre plateforme se situe à l'intersection de ces 3 domaines. On appelle ça la Material Intelligence Platform. En français, on appellerait ça la plateforme logicielle d'intelligence des matériaux, qui a un nom un petit peu plus long. Donc MI pour Material Intelligence, MIP pour Material Intelligence Platform. Une solution centrale pour une collaboration digitale, des décisions fiables et au final des produits qui sont développés basés sur la donnée et un peu moins sur l'intuition. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler d'IA et de R&D dans la R&D, des données dans la R&D? Tout simplement parce que la valeur ajoutée, croît avec l'exploitation qu'on en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un premier temps, avec une exploitation plutôt faible de vos données et de l'intelligence artificielle, vous allez surtout y utiliser de la donnée. C'est une utilisation pure pour, par exemple, identifier un projet, une formulation initiale appropriée, sur votre base de données existante. Exemple typique, on a un développement de produits nouveaux, donc pas un développement continu ou une amélioration, mais un nouveau projet qui arrive, avec une question qui est posée par exemple, un client, et des nouveaux besoins. On va aller chercher dans la base de données si on n'a pas fait quelque chose, de similaire dans le passé pour éventuellement un autre client. Ensuite, si je commence à exploiter un petit peu plus, on va pouvoir analyser les données de manière plus mathématique.
On va pouvoir détecter des liens, des corrélations entre certains composants d'une formulation et la performance de la recette. Et enfin, dans une exploitation très, très, très élevée, on va pouvoir prédire certaines choses, par exemple prédire la performance d'une formulation ou éventuellement, dans le futur, pourquoi pas, sur la base de performances voulues par un client, proposer une formulation directement par l'utilisation de modèles machine learning. Très important. Et j'essaie de toujours donner un caractère aussi d'éducation à ces webinaires. Il y a une différence entre intelligence artificielle et machine learning. Je ne sais pas à quel point vous êtes déjà intéressé au sujet, mais quand on parle d'IA, c'est quand même important, je trouve, de commencer par clarifier les termes qu'on utilise. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un concept global. Je vous ai mis ici la définition officielle de la Commission européenne qui date de 2020. L'idée, c'est vraiment d'attribuer à une machine, à un logiciel, des capacités humaines comme la pensée, la planification ou l'apprentissage. Le machine learning, lui, c'est une forme particulière de l'intelligence artificielle. Donc c'est une partie de ça, c'est une technologie de l'intelligence artificielle. Concrètement, un programme va améliorer ses performances, donc un algorithme ou un logiciel va améliorer ses performances sur une tâche en apprenant de son expérience. Pour le dire simplement, le système est entraîné avec des données, il reconnaît des schémas et progresse au fur et à mesure. En R&D, ça change quand même beaucoup de choses. Au lieu de fonctionner sur des règles fixes, le modèle va pouvoir apprendre directement à partir des données passées et proposer des prévisions ou des prédictions pour de nouvelles formulations, par exemple. Et plus il y a de données disponibles, plus les recommandations deviennent précises pour la prise de décision. Donc voilà, quand je vais parler IA et machine learning, ça peut arriver que je mélange un petit peu les termes, mais en fait, le machine learning n'est qu'un élément, une pierre de l'édifice intelligence ou une brique de l'intelligence artificielle. Donc quand on va vous parler aussi d'intelligence artificielle, que ce soit en interne ou en externe, si quelqu'un vous dit je vous vends une solution d'intelligence artificielle, il va falloir poser des questions. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle d'IA générative, quelque chose comme ChatGPT? Est-ce qu'on va parler de machine learning? Est-ce qu'on va parler d'autre chose? Donc voilà, pour vous donner quelques éléments aussi de langage pour le futur. À noter que l'intelligence artificielle, c'est une hype qui dure depuis 1954. N'hésitez pas à faire quelques recherches. J'en ai parlé dans d'autres webinaires, mais pas en langue française. Je peux éventuellement faire une traduction. La première fois que l'intelligence artificielle a été mentionnée par des Américains, c'était en 1954. C'est juste que dans le commun des mortels et dans l'acceptation de tous, depuis l'émergence de ChatGPT il y a 2-3 ans, on a l'impression que c'est une technologie complètement nouvelle, alors qu'en fait, pas vraiment. Ce qu'on a fait depuis quelques mois maintenant, la première fois qu'on a parlé d'IA au laboratoire, d'une manière très générale, c'était le 1er février 2024. Donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille beaucoup sur le sujet. On a commencé à travailler il y a 2 ans dessus au niveau technique et on a décidé d'en parler que quelques mois plus tard, une fois qu'on avait vraiment compris certains cas d'usage. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mener une enquête continue. Donc c'est pas un sondage, c'est pas une étude, c'est une enquête continue chez nous qui prend la forme d'entretien avec nos clients, que ça soit dans le processus de vente, que ça soit sur des salons professionnels, que ça soit avec nos clients existants, ou alors dans n'importe quelle autre possibilité, comme par exemple une fonction de question-réponse dans un webinaire. Quels sont les résultats de notre enquête? De quoi ou quelles sont les attentes des responsables R&D en Europe dans l'industrie vis-à-vis de l'utilisation de l'IA? Alors en premier lieu, les responsables R&D nous disent toujours qu'ils veulent un outil IA pour évaluer la donnée. Plus concrètement, pouvoir sélectionner rapidement des résultats passés qui soient pertinents, l'expérience de projet et autres, et de les résumer de manière très claire. Donc là, on parle d'accès au savoir, d'évaluation du savoir passé pour des besoins présents. Le deuxième point, analyser des tendances. L'objectif ici, c'est surtout de détecter des anomalies, des signaux faibles le plus tôt possible avant qu'ils ne deviennent soit des problèmes ou alors qu'ils causent des retards dans le projet.
Ici, on va surtout parler de résultats d'essais, de performance matériaux, qui sont les deux éléments clés qui, en général, sont importants pour les responsables R&D. D'ailleurs, quand je vous dis responsable R&D, c'est aussi les équipes R&D de manière plus globale, hein. On parle souvent avec tout le monde. Ici, j'ai plus essayé de résumer tout ça. Le troisième point, un troisième besoin très clair, la gestion des documents. Les équipes R&D souhaitent pouvoir déposer tout ce qui est rapport, protocole, d'essai, de projet, surtout passer sur un serveur, dans un fichier, et que l'IA aide à analyser ces documents, à les comprendre pour les traiter et pour extraire du savoir ou de la connaissance. Ça, c'est quelque chose de très très important dont je vais pouvoir vous parler aussi tout à l'heure. Et pour terminer, ce qu'attendent la plupart des équipes R&D, pas forcément pour demain, mais pour après-demain, donc pas forcément pour 2025, mais la plupart se disent à partir de 2026, si la situation économique se calme un petit peu, pourquoi ne pas commencer à travailler dessus? Et d'ailleurs, ce point-là, juste pour vous donner un petit peu une idée de la tendance du marché, les équipes R&D qui sont les plus aptes ou les plus adeptes de l'utilisation de l'IA pour des recommandations, ce sont les entreprises les plus petites, les PME, et non pas les grosses entreprises avec, comme on pourrait s'imaginer, parce qu'il ne faut pas forcément beaucoup de moyens pour pouvoir se lancer sur cette technologie. Et ici, on va parler de prédiction, suggestion, que ce soit d'essais, de performance, des formulations, générées directement à partir des données propres, qui est aussi un élément très important. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que la valeur, elle va pas vraiment résider dans des modèles qui soient abstraits, mais dans des fonctions très très concrètes pour les équipes R&D qui vont simplifier le quotidien des ingénieurs R&D et du laboratoire, tout simplement. Alors dans cette deuxième partie, je vais vous montrer quelques cas d'usage très concrets d'applications d'IA, IA de plusieurs formes, machine learning et autres, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que nous, on a mis ça en place et comment nos clients en profitent dans la vie. Cas d'usage numéro 1, rechercher et résumer des documents avec l'IA. Donc je viens d'en parler. Une des attentes des équipes R&D, c'est de pouvoir utiliser très souvent, en fait, quand un client va discuter avec nous, généralement, c'est je travaille avec Excel depuis des dizaines d'années, on aimerait mettre en place votre logiciel, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait de toutes nos données historiques, de tout ce qu'on a déjà fait? Donc, des fois, il y a des possibilités de mettre ça dans la base de données, de trouver un moyen une solution pour ça, mais pas toujours. Et souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un serveur local ou des dossiers en interne avec des fichiers PDF et des fichiers Excel qui représentent toutes les informations qu'on avait dans le passé. Donc ça peut être des manuels d'utilisation, de maintenance des appareils et de mesure. Ça peut être les material data sheets, les technical data sheets. Ça peut être des rapports d'essai, ça peut être des articles scientifiques, des normes, des normes techniques par exemple. Tout ça au format PDF qui sont souvent dans des dossiers un petit peu partout. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez chercher ça en utilisant SharePoint, en fait, il va falloir que vous sachiez où chercher, le mot-clé exact. C'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de lien entre les informations. Avec l'IA, en fait, l'approche, elle change complètement. On va donner accès ou alors mettre tous ces éléments-là dans notre base de données. Ça va dépendre, peu importe. Disons qu'on va donner accès à votre SharePoint, là où tous ces éléments de gauche sont liés, à notre assistant digital dans l'AppVie. Dans cette base de données, les documents vont être découpés en blocs texte et représentés en vecteurs. Donc ça, c'est la partie un peu technique de ça. Ça va permettre de retrouver des contenus en fait, qui soient liés à un thème, même si d'autres termes sont utilisés que le mot précis qu'on avait en tête. Et ensuite, grâce à l'assistant IA et à une interface de dialogue toute simple, imaginez ChatGPT, donc vraiment texte d'un humain à une machine, l'assistant IA, on va pouvoir vraiment poser nos questions en langage naturel en tant qu'utilisateur. Le système va générer plusieurs formulations de cette question
sélectionner des passages pertinents, fournir une réponse claire sur une base de probabilité et pas seulement une liste de résultats. En fait, dans notre cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une liste en plus de la réponse texte. Donc le texte, c'est vraiment, imaginez une recherche, un article Wikipédia, c'est cette forme-là, c'est vraiment un texte avec de la connaissance et du savoir à l'intérieur. Et en dessous, vous allez avoir vos sources d'informations, qui sont en fait les documents identifiés et utilisés par l'assistant IA pour écrire ce texte. Et par exemple, ces PDF-là vont être listés, vous cliquez sur le PDF, et le PDF numéro 1 va s'ouvrir, une norme technique quelconque, parce que l'assistant IA a détecté ou a trouvé un élément de réponse à votre question là-dedans, et pas seulement, le document ne va pas seulement s'ouvrir comme ça, mais va aussi s'ouvrir directement à la page où l'assistant IA a trouvé la réponse. Je vous ai mis une capture d'écran parce que c'est un petit peu compliqué à démontrer si on n'a pas le temps d'expliquer la base de données. Mais en fait, on a fait un essai, donc là je vous l'ai mis en anglais, j'espère que tout le monde peut comprendre. On a fait un essai il y a quelques mois de ça avec un client qui avait mélangé plusieurs formes de documents. Donc il y avait des normes techniques sur le recyclage des polymères, il y avait des guides d'utilisation et de maintenance d'équipements de net chez d'autres entreprises, et il y avait un ou deux articles scientifiques concernant les polymères et leur recyclage. Tout ça dans 3 langues. Il y avait de l'anglais, de l'allemand et du japonais. Et en fait, on a posé bon, ici, j'ai posé la question en anglais puisque c'est plus simple à démontrer, mais on pourrait très bien le faire en français ou en allemand ou peu importe la langue. L'assistant IA parle toutes les langues du monde directement sans avoir l'entraîné. On a demandé en fait quelles sont les méthodes analytiques qui sont les plus adaptées pour analyser du plastique recyclé, par exemple des contenants, bouteilles de Coca-Cola ou autre. Est-ce que tu peux me donner voilà, une vue d'ensemble et me montrer en fait si d'ailleurs on a des projets qui correspondent à ça dans la base de données, dans notre base de données actuelle. Et donc ici, voilà, j'ai plusieurs éléments de réponse, donc l'identification des polymères, la détection des non-polymères, pour utiliser DSC, TGA, et comment maximiser la qualité du produit recyclé en utilisant des méthodes d'IR, NIR, FTIR. Et on avait aussi un projet qui concernait ça. Donc en fait, très simple, en 2 secondes, une réponse. Je clique sur source en bas et j'ai les PDF qui s'ouvrent pour me guider là-dessus. Voilà. Cas d'usage numéro 2, c'est utiliser l'IA comme moteur de recherche interne pour vos données de R&D. Donc je viens déjà de vous montrer la possibilité avec le projet, mais si on pousse un petit peu plus loin, moteur de recherche, mais aussi puissance analytique. C'est vraiment une combinaison des deux. C'est pas seulement rechercher des données et me les décrire, mais aussi, on va prendre un exemple concret. Un ingénieur a une question, il va poser cette question directement sous forme de texte dans l'assistant IA. L'assistant IA va chercher dans la base de données qui est décomposée en plusieurs unités d'information, donc indexées, également se représenter sous forme de vecteurs, pour que l'IA puisse comprendre non seulement les mots exacts dans la base de données, mais aussi le sens et les relations entre ces mots-là. Et en plus de ça, le système va générer automatiquement des variantes de la question et les confronter aux données disponibles pour qu'au final, l'ingénieur ne reçoive pas simplement une liste de résultats, mais vraiment une réponse claire et justifiée. Là encore, même principe que le cas d'usage numéro 1, c'est comme si vous aviez un collègue digital, tout simplement. Ces données, donc vos données de R&D, comme elles font un retour en boucle, vont devenir des données que vous pouvez utiliser comme vraiment source de connaissances et de savoir, avec un assistant capable de répondre à n'importe quelle question en quelques secondes, sans que vous ayez à vous cliquer à travers de fichiers Excel et de dossiers. J'ai plusieurs exemples. Alors, j'ai pas pris un exemple de recherche, puisque l'exemple de recherche, si je retourne en arrière, va se trouver dans la partie basse ici. Ici, j'ai trouvé ce projet-là qui a en lien avec ta question. Et je voulais vous montrer quelque chose, comment faire quand j'ai des résultats. Donc, imaginez, je pose une question concernant une formulation et j'ai des résultats numériques. Voilà, j'ai des résultats de mon projet a 5, j'ai fait 5 essais, chaque essai a plusieurs mesures et j'ai les résultats sous forme de tableau.
Et je peux aussi demander, une fois que j'ai ce résultat, continuer ma conversation et demander à l'assistant, est-ce que tu peux par exemple, une analyse à corrélation multiple des données que tu viens de trouver dans ce projet-là. Est-ce que tu peux me créer une matrice de ces corrélations, comme on voit ici, et sur la base de cette matrice, est-ce que tu peux me créer un diagramme? Et tout ça, c'est des secondes. On parle de, peut-être, pour ces deux questions, en tout, une dizaine de secondes. Donc c'est quelque chose de très intéressant puisque en fait, j'ai pas seulement la possibilité de rechercher des données, mais aussi de les utiliser directement dans un dialogue continu avec cet assistant IA. Donc cas d'usage très, très, très intéressant. Souvent, le cas d'usage 1 et le cas d'usage 2 sont reliés, mais pas tout le temps. Le cas d'usage numéro 2, c'est plutôt relié, un mélange de moteur de recherche et puissance de calcul combinée. J'en ai pas fait un cas d'usage à part, j'aurais pu, mais pour moi, en fait, c'est quelque chose, en général, je recherche des données, j'analyse ces données-là, et ensuite, je vais venir faire des calculs dessus. Maintenant, on a un troisième cas d'usage qui, lui, ne se passe pas seulement sur de l'IA générative, mais plutôt sur le machine learning. Comment développer de la R&D sur du machine learning? Alors ici, l'objectif est très clair. Prédire les performances d'un produit, on va prendre un exemple ici d'une encre industrielle, à partir de sa formulation, dans le but d'accélérer considérablement le processus de R&D, ou développement, et de réduire le time to market, puisque c'est en fait votre objectif principal en R&D, ça va être ça, comment développer des produits encore plus innovants, conformes à la réglementation, le plus rapidement possible, voilà, tout simplement. Alors on commence par la problématique, il va falloir poser la problématique, on a besoin d'une nouvelle encre pour une application dans des conditions qui pour nous sont inédites, inconnues. On n'a jamais encore eu l'occasion de travailler là-dessus. Quelles sont les données de ce cas d'usage concret? Donc je vais vous montrer un exemple en live directement. On a 1100 tests ou essais qui ont été conduits dans notre base de données. Ça concerne 220 matériaux qui sont regroupés en 6 catégories et chaque encre, chaque formulation recette d'encre est basée sur 8 facteurs de performance différents. Ensuite, de cette problématique qu'on a, on va saisir les paramètres de notre demande dans une application spécifique. Ici, dans mon cas concret, on va parler de la viscosité et de la conductivité. C'est là qu'intervient dans un troisième temps le modèle de machine learning. Il va prédire des indicateurs clés pour ces deux performances cibles sur la base des formulations, des structures chimiques et des propriétés des matériaux. Donc on va estimer la performance d'une formulation sur la base de ces données-là. Et enfin, on va avoir, donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas, et le résultat c'est la chose qu'on va voir à l'écran. Ça peut se représenter sous cette forme de diagramme-là, mais pas forcément. En fait, ce qu'on va voir ici, c'est que la viscosité de base des matières premières s'est révélée particulièrement déterminante dans la formulation qu'on avait. La fiabilité du modèle en soi, elle est validée par des tests aussi. Donc, en arrière-plan, il va y avoir des tests sur l'ensemble des données, des données indépendantes, des données ensemble, une validation croisée. En fait, on arrive à une valeur, une erreur moyenne de prédiction d'environ 15%. Les derniers essais dont les résultats me sont parvenus hier en fin de journée seulement sont maintenant à 13%, ce qui constitue une approximation très très précise qui va réduire aussi de manière très significative le nombre d'expériences ou d'essais physiques nécessaires dans le futur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur aussi va pas seulement forcément recevoir un résultat chiffré, mais aussi éventuellement une proposition accompagnée sous forme de texte avec éventuellement, voici la formulation. Pour tester celle-ci dans le laboratoire, je te propose ces 5 tests-là basés sur la connaissance historique. Pour vous démontrer ça, parce que c'est un petit peu abstrait, j'aimerais juste prendre un moment pour vous partager quelque chose d'autre. Laissez-moi juste une seconde pour changer d'écran. Voilà. Vous voyez maintenant à l'écran un petit système, un démonstrateur tout simple où donc on a ces 1100 formulations dans notre base de données, d'accord?
c'est une base de données clients, 1100 opérations sur ces 12 dernières années, ou 1100 produits qui ont été développés par l'équipe R&D. À gauche, vous avez la formulation de base. C'est celle qu'on a identifiée comme étant le point de départ idéal pour pouvoir travailler. Admettons qu'il s'agit d'une amélioration du produit. À droite, c'est les changements que je peux faire, et les choses qu'il va falloir observer, c'est les différences entre la viscosité et la conductivité mesurées, qui sont ici à gauche, une viscosité de 5,76 et une conductivité de 899. Ça, c'est des choses qui ont été mesurées au laboratoire, d'accord? Et à droite, je vais pouvoir changer les valeurs de certains éléments, de certains composants, et vous allez voir que la viscosité et la conductivité prédites vont changer directement, instantanément, car l'algorithme de machine learning travaille de manière vraiment instantanée. Il n'y a pas de délai. Donc on a ici plein de formulations différentes, on pourrait prendre n'importe laquelle. Si j'en prends une autre que celle de base, on sait qu'ici, dans ce démonstrateur-là, on a fait une chose, on n'a pas intégré une chose, c'est quelle variation est autorisée pour un composant. On a un démonstrateur un peu plus opératif pour nos clients, où en fait, au lieu d'avoir un champ d'entrée ici, vous allez avoir une règle en fait que vous pouvez bouger. Comme ça, on peut définir pour chaque utilisateur. Si on va prendre le liant cellulose, par exemple, on va autoriser maximum 10% de changement, plus ou moins 10% de la valeur ici, ou plus ou moins 3%, plus ou moins 20%. Ici, on ne l'a pas intégré, mais tout en sachant que 3%, c'est plutôt plutôt bien. On pourrait, par exemple, faire des changements ici et faire des calculs. Et on voit ici directement que ma viscosité est encore descendue et ma conductivité ne s'est pas améliorée. Et si je remonte autour de 4, je fais remonter ma viscosité prédite, et en fait là, j'ai encore rien mesuré. C'est vraiment une prédiction mathématique définie par un algorithme. Et si je remonte, on va pouvoir commencer à aller travailler sur des valeurs qui se rapproche de plus en plus de ce que je veux atteindre. D'accord? Donc on va faire tout un travail. C'est un petit peu abstrait puisque je n'ai pas toute la base de données pour vous montrer. On n'a pas vraiment le temps d'aller dans tous les détails. Mais imaginez maintenant comment ça fonctionne. De votre côté, vous avez des milliers de recettes ou de produits que vous avez développés. Tout ça est structuré dans une base de données très très claire. Qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir venir avec une technologie qui va être entraînée, et ensuite, dans quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mais qui n'est pas obligé de ressembler à ça, vous allez pouvoir, en tant qu'ingénieur, travailler un petit peu en virtuel et pouvoir vous approcher le plus possible de valeurs que vous voulez peut-être atteindre, tout en modifiant la recette, sans avoir à créer d'échantillons et à utiliser de matériaux. Donc en fait, vous allez économiser beaucoup de temps et de ressources dans votre process de R&D. Donc voilà un petit peu pour cette démonstration. Ce que je voulais faire, c'est peut-être aussi vous donner 2-3 éléments du futur et de langage. L'avenir de la R&D, quand on voit un petit peu ce démonstrateur et ce qui est possible aujourd'hui, est vraiment basé sur la donnée. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme de données qui est notre produit phare depuis maintenant plusieurs années, où vous avez l'intégration des instruments de mesure, de tous vos systèmes comme un ERP, la migration de vos données historiques si possible, et un assistant IA qui est la deuxième phase, que la plupart des clients utilisent, mais pas tous, avec l'assistant au niveau des données, au niveau des documents et au niveau des analyses mathématiques. Et maintenant, on va ajouter la brique machine learning par-dessus ça, pour ce qu'on appelle atteindre ou se trouver dans une phase qu'on appelle, nous, Discover AI. Donc c'est vraiment de l'exploration basée sur l'intelligence artificielle pour créer des expériences virtuelles, comme je viens de le faire. Et ensuite, on va pouvoir proposer des essais, ça c'est par le biais de notre assistant IA aussi. Et dans le futur, je pense d'ici 2 ans, on sera capable d'avoir une qualité plutôt fiable, de prédire des formulations sans avoir soi-même à y réfléchir. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui arrive, qui va arriver. Et en fait, nous, ce qu'on dit toujours, ce qui est important, c'est
On ne vend pas de solution IA, nous proposons une solution logicielle qui intègre la technologie IA ou des technologies IA, et chaque client décide à son rythme quel niveau d'intégration ou quel niveau d'utilisation de l'IA l'organisation doit avoir. Certains clients utilisent déjà la partie Discover AI, mais ce n'est pas encore la majorité. La grande majorité utilise déjà l'assistant IA, mais pas encore tous. Et ce qui est sûr, c'est que la base pour tout le monde, c'est une plateforme de données comme notre plateforme d'intelligence des matériaux. On a appris quelque chose de très intéressant. Je dévie un tout petit peu, ou je me focalise un tout petit peu sur le côté machine learning, parce que le sujet du webinaire, c'était l'IA de manière générale en R&D, mais le machine learning, c'est quand même quelque chose de très nouveau, dont on ne parle pas très souvent. L'approche technique au niveau du machine learning, c'est quelque chose de très décisif. Il y a deux approches possibles, où il y a une approche classique et il y a notre approche à nous. L'approche classique, c'est l'approche qu'on appelle l'approche des foundation models en anglais. De quoi ça parle? Les foundation models, ce sont des très grands modèles LLM génériques qui n'ont pas, à l'origine, été conçus pour traiter des données numériques qui sont issues du labo R&D ou des environnements industriels quelconques. Ils vont surtout s'appuyer sur des données open source auxquelles on va ajouter une certaine couche d'individualisation, d'adaptation aux données propres du client, mais la personnalisation reste quand même assez limitée. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas fournir des résultats vraiment sur mesure à votre cas d'usage à vous. Ces modèles sont surtout utiles en fait dans une logique qui va être exploratoire. Donc dans la R&D, peut-être plus le côté R que le côté D. Quand on veut découvrir de nouvelles corrélations ou générer de nouvelles hypothèses. En revanche, quand il va s'agir de prédictions plus précises, donc par exemple sur la performance d'une propriété spécifique d'un matériau, ils vont se révéler beaucoup moins fiables. Une autre limite, on va avoir aussi peu de contrôle sur les variables utilisées. L'entraînement est assez généraliste, donc rarement aligné avec vos objectifs ou vos cas d'usage spécifiques que vous recherchez. En face, notre approche, qui est celle sur laquelle se base le démonstrateur que j'ai partagé juste avant, qui est un peu différente. Nous, on va utiliser des modèles spécialisés de ce qu'on appelle deep learning et de statistiques qu'on va développer pour chaque client. La base, c'est toujours les données propres et propriétaires du client. Données de mesure, données matériaux, etc., etc. Mais aussi des informations en plus qui sont propres à vos matériaux, donc des Technical Material Data Sheets en plus de ça. Ces données vont être intégrées dans notre framework de machine learning et elles vont couvrir à la fois la modélisation et aussi la partie d'ingénierie de la donnée. Un point clé ici, la sélection des variables d'un algorithme. On choisit toujours de manière ciblée les paramètres les plus pertinents, toujours avec l'objectif principal d'obtenir la meilleure précision possible. Et on va entraîner en fait les modèles directement sur ces cibles spécifiques avec le client. Donc comme on a vu là, pour entraîner le modèle spécifiquement pour la viscosité, pour la conductivité, etc., etc. Donc en résumé, cette approche-là, en fait, elle va permettre de fournir et d'obtenir des précisions qui sont beaucoup plus précises et adaptées à chaque client et à chaque usage, quand les foundation models, eux, restent plutôt pertinents pour quelque chose de plus exploratoire et plus de découverte, mais pas pour des prévisions fiables de R&D, desquelles un vrai produit commercialisable doit découler. Et enfin, dernière partie, quand on partage un petit peu nos apprentissages, etc., je me suis dit que ça pourrait être intéressant aujourd'hui de discuter ou de partager avec vous comment mettre en place le machine learning dans votre R&D en 5 étapes. Comment est-ce que ça fonctionne, tout simplement? C'est quoi les étapes clés? Puisque votre tâche principale n'est pas d'être informaticien ou informaticienne, mais d'être spécialiste en R&D. La première étape, acquérir les données. L'acquisition de données, on collecte toutes les informations pertinentes, de la formulation aux matériaux, jusqu'aux résultats d'essai, aux rapports et d'autres documents. On les documente systématiquement de manière structurée dans une base de données centrale. C'est essentiel d'avoir toutes ces données de cette manière-là, parce que c'est ça qui va servir de base
pour toute la suite. Ensuite, il va falloir préparer ces données. Alors ça consiste vraiment à, on va dire en gros, harmoniser et nettoyer les données. On va supprimer les valeurs qui sont complètement non exploitables. J'ai fait 50 essais. Sur les 50, il y en a 48 qui ont une variance très faible et j'en ai 2 qui sont complètement aberrantes. On va éliminer ces données-là du set de données pour pouvoir avoir des prédictions plus fiables. On va aussi enrichir les données avec des informations externes qui ont une relevance particulière. Et surtout, ces données-là, une fois qu'elles sont dans cet état-là, on va les évaluer ensemble statistiquement et avec les experts métiers. Donc là, on voit directement sur 5 étapes, étape numéro 2, directement impliquer les experts métiers de votre équipe R&D. Ensuite, au niveau 3, ça c'est quelque chose de beaucoup plus technique, on va entraîner le modèle. L'entraînement du modèle, on travaille là aussi en étroite collaboration avec les experts en R&D pour identifier les paramètres qui sont vraiment déterminants. Donc les données sont réduites aux variables les plus importantes et on va tester différents types de modèles de machine learning. Il y avait beaucoup de modèles différents. On va les tester, on va les comparer, on va les mélanger d'une méthode plutôt statistique jusqu'à des modèles de réseaux neurolinguistiques plutôt profonds. Vraiment, de toute la bande passante de ce qui existe aujourd'hui, avec un seul objectif, de trouver le modèle qui donne les meilleurs résultats possibles pour la problématique que vous avez. Et ce modèle-là, souvent, va être une combinaison de plusieurs modèles. On va déployer le modèle, c'est-à-dire qu'une fois que ce modèle est entraîné, on va le déployer pour pouvoir aussi l'utiliser. Le modèle qui est retenu, il est transformé dans un outil qui a la forme d'une application. Je vous ai montré un démonstrateur aujourd'hui. Ça pourrait être cette forme-là, mais ça pourrait en être une autre, parce qu'il faut que ça soit utilisable dans la pratique au quotidien. Et grâce au retour continu des ingénieurs, on va aussi pouvoir améliorer, maintenir et améliorer ce modèle qui a été utilisé, qui lui permet de rester pertinent dans le futur et de fournir des prédictions fiables sur la durée. Il nous semble que sur cette partie de la maintenance, le taux d'erreur de entre 10 et 15% soit quelque chose d'assez naturel, une limite assez naturelle, et qu'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Mais ça reste à confirmer. Je pense que la technologie va continuer à se développer. Et de cette façon-là, si vous appliquez ces cinq étapes-là, le machine learning va pas seulement être un projet théorique, même si ma présentation l'est un petit peu aujourd'hui, mais vraiment un outil pratique avec un impact mesurable pour votre équipe R&D. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes présents sur beaucoup de salons, mais surtout actuellement en Allemagne. Nous serons présents au salon Eurocode à Paris en mars 2026. Et d'ici là, puisque c'est encore dans 6 mois, je serai présent personnellement au ChemDay qui a lieu le 16 décembre à Paris, qui est la journée de l'industrie de la chimie en France. Je serai présent là, mais sinon, utilisez soit le QR code si vous voulez le faire par votre smartphone, soit par email, soit par notre site internet. Si vous cliquez en haut à droite du site sur la version anglaise ou française, vous atterrissez directement dans mon calendrier et vous pouvez chercher un rendez-vous disponible pour discuter de votre problématique, que ce soit IA ou la mise en place d'un logiciel tout simplement, sans parler d'IA. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. LabVie est en plein lancement sur le marché français et on a l'avantage d'avoir quelqu'un qui parle français dans l'équipe avec moi. Place aux questions. J'ai déjà beaucoup de questions. Je vais vous les mettre, je vais vous les publier directement pour que vous puissiez les voir. Première question anonyme. Est-ce que ce système a la possibilité d'intégrer les données générées par des appareils hors marque Netch? Ah oui, très bonne question. J'en ai pas parlé puisque j'ai essayé de pas trop parler de notre logiciel. Alors, LabVie est certes une entreprise du groupe Netch, mais nous travaillons de manière complètement indépendante. C'est-à-dire que la plupart de nos clients n'ont même pas d'équipement d'appareil Netch. On a, pour l'intégration de ces données de mesure, en fait, on a quelque chose qui est breveté. C'est une partie du logiciel, une architecture brevetée, qui est un engin qu'on appelle de mapping. Donc, ça va en fait cartographier, si vous voulez, les données
C'est une préparation dans la phase d'implémentation. C'est pas très compliqué, c'est pas très long. On s'occupe de tout pour nos clients et vous nous donnez les informations dont on a besoin et le reste va être mis en place par notre équipe. Prochaine question. Bonjour, merci pour cette présentation, merci de participer. Concernant les prédictions, est-il possible d'avoir accès au modèle de prédiction sous-jacent pour en vérifier la validité? Comportement en borne, contraintes particulières. Alors oui, évidemment, c'est là où je parlais de l'intégration des experts métiers, on va partager avec vous, en fait, les résultats de tous les modèles de prédiction qui sont sous-jacents, et de tous les tests. C'est-à-dire que j'ai pas tout intégré puisque je voulais pas non plus prendre trop de temps, sur la partie théorique aujourd'hui. Mais, on a par exemple, différents modèles qu'on appelle Bayesian, modèles. On va les mettre l'un à côté de l'autre, on va regarder le taux d'erreur, et cetera, et on va les comparer les uns aux autres. Et tous ces résultats-là, sont disponibles si vous en avez, l'intérêt et le besoin, pas de souci. On est très transparent là-dessus et il faut savoir que quand on développe un modèle de machine learning pour un client, ce modèle ne nous appartient pas, il vous appartient à vous. Tout comme toutes les données, quand un client met en place l'AppVie, la seule chose qui nous appartient, c'est le logiciel en soi et la technologie, mais tout le reste vous appartient, que ça soit les données ou les inventions ou les innovations qui en découlent. La propriété intellectuelle est quelque chose de très important et ça concerne les algorithmes de la même manière. Voilà, voilà. Je pense que c'était les seules questions pour aujourd'hui, j'en ai l'impression en tout cas. Merci beaucoup de votre participation et votre attention. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à chercher une disponibilité dans mon calendrier. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous et de répondre à vos questions. En attendant, continuez à suivre ce que nous faisons. Nous allons, à partir de maintenant, avoir un webinaire en français par Netch une fois par mois. Le prochain ne sera pas exactement dans 4 semaines, mais certainement dans 5 ou 6 semaines. Mais vous allez recevoir une invitation si vous les acceptez. Et au plaisir de vous revoir dans quelques semaines. À bientôt.